First, I'd like to ask you a few questions. That's very important. But you must cooperate. Bonjour et bienvenue sur Exquise Esquisse, une émission de la Remix Radio dédiée aux créatifs et présentée par Alexandre Soubrier, réalisateur de films graphiques. Régulièrement, un invité vient nous parler de son parcours, de ses projets, de la façon dont il vit de sa passion. Pour ce 5e épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Sylvain Sarail, aussi connu sous le nom de Toad, concept artiste pour de grands studios de jeux vidéo, auteur de bande dessinée et concepteur lui-même de jeux vidéo. Bonjour Sylvain. Salut Alex. Et merci d'être là. Avec plaisir. On s'intéresse particulièrement au parcours de nos invités. Donc, moi, j'aimerais savoir comment l'envie de faire de l'illustration, ton métier, t'est venue. Alors moi, j'ai quand même eu en quelque sorte de la chance par rapport à ça, parce que j'ai vu beaucoup de monde, tu sais, à partir des études post-bac se chercher. Moi, j'étais déjà fixé à peu près dès l'âge de 3 ou 4 ans. Je pense que j'ai été très très marqué par les dessins animés, tout ce qui était un peu dessins animés des années 80, Club Dorothée et tout ça. C'est-à-dire j'ai su tout de suite que je voulais être dans le visuel, dans l'animation, dans l'image et dans la couleur, parce que j'étais presque, j'en étais pas addict, mais quand j'étais gamin, c'était vraiment quelque chose qui me stimulait énormément. C'était tous les mondes en quelque sorte virtuels, fictifs, tout ce qui était lié à l'histoire, et surtout tout ce qui était lié à l'aventure. Donc c'est rentré très vite dans mon crâne, et en plus j'ai développé rapidement, je vais pas dire des qualités pour le dessin, mais une passion. C'est-à-dire je gribouillais énormément, j'avais pas spécialement un don particulier, mais c'est-à-dire c'était quelque chose qui j'avais besoin de mettre les choses en image très tôt, même à la maternelle. J'ai beaucoup dessiné, et donc moi c'est au niveau de la passion quoi, ça a quand même été amorcé malgré tout par la culture populaire, sachant qu'après je me suis dirigé un peu dans toutes les directions. Mais j'ai jamais eu à réfléchir par rapport à ça, parce que c'est-à-dire qu'en fait ça a toujours été en moi, et j'étais même étonné quand j'étais au primaire, collège ou lycée, quand je rencontrais des gens en fait qui ne savaient pas ce qu'ils voulaient faire, parce que j'avais l'impression que chacun, quand j'étais petit, quand j'étais enfant, chacun naissait avec déjà une espèce d'envie déterminée de motivation pour une profession ou une autre en fait. Ça, c'est le jeu auquel jouent beaucoup d'enfants quand ils sont à la maternelle. Il y en a un qui souhaite être pompier, l'autre médecin, ce genre de choses. Moi, dans ma tête, c'était je ferais soit des dessins animés, soit de la bande dessinée, ou soit des dessins. Mais voilà, c'était fixé de mon côté. C'était forcément visuel. Et personne t'a dit, faudrait peut-être faire médecin ou quoi. Tu savais de toute façon que le visuel, c'était ton truc, quoi. Ça a été un combat pendant à peu près 15 ans, jusqu'à la fin de l'adolescence en tout cas. C'est-à-dire que déjà les professeurs à l'éducation nationale par rapport à tout ça, c'était surtout, en plus c'était une vieille vision des choses dans les fin des années 80, milieu des années 90, où justement, c'est-à-dire souhaiter être auteur de bande dessinée, tout ça, c'est sûr que ça valait les moqueries de certains profs, les rigolades. J'étais absolument pas soutenu là-dedans. Mes parents ont mis longtemps à comprendre aussi. Je dirais pas qu'ils m'ont freiné dans cette voie-là, mais ils m'ont soutenu qu'à partir des études supérieures. C'est-à-dire qu'avant, je pense comme tous les parents, ils sont sous l'influence des conseils du collège, du lycée, des conseillers d'orientation, qui essayent de mettre un peu tous les éléments, on va dire, perturbateurs, parce que j'en étais un, dans des voies de garage. Parce que c'est-à-dire moi j'avais toujours un rapport créatif aux choses et pas spécialement scolaire, donc j'étais pas un excellent élève. Donc oui, j'ai quand même dû faire le forcing, et heureusement j'ai quand même un sale caractère, donc c'est-à-dire je suis pas du genre à plier trop facilement. Et surtout j'ai énormément pratiqué, c'est-à-dire que dès le collège je me suis inscrit dans un club de bande dessinée, j'ai commencé à produire des petits jeux vidéo sur des logiciels comme Game Factory ou Click and Play. J'étais déjà inscrit au club infographie au collège aussi, c'est-à-dire que je me suis lancé dedans très très vite, surtout que je faisais mes petits fanzines dès le primaire. Je pratiquais beaucoup, enfin j'avais un gros rapport à la productivité de ce côté-là. J'étais pas juste un consommateur, quoi. Je m'imaginais déjà acteur en tout cas. T'as réussi à faire un bac correspondant à tes envies de dessin ou Absolument pas. Je vais pas rentrer dans les détails, mais l'éducation nationale et moi, c'est un long conflit, même si Okay. je respecte complètement cette institution. Mais c'est-à-dire que je me suis retrouvé avec une vision des choses qui était assez limitée, qui est un peu old school au niveau des professeurs auxquels je me suis confronté. C'est-à-dire qu'il y en a eu quelques-uns, mais très peu ont vu que ma passion était liée à mes envies de profession, en fait. C'est-à-dire que
pour beaucoup de gens, et puis c'est même encore le cas un peu maintenant, c'est-à-dire les voies artistiques sont des voies très dangereuses par rapport à des visions personnelles du futur, surtout dans une société aussi libérale que la nôtre, où le but c'est quand même d'avoir un métier qui permette très rapidement d'emprunter, de devenir propriétaire et ainsi de suite. En fait, hein. Et d'un certain côté, je peux pas leur donner tort non plus parce que c'est évident que le milieu créatif, le milieu des arts appliqués, c'est un milieu que j'encourage par rapport aux gens qui ont vraiment la passion, qui ont la foi là-dedans, et c'est quelque chose qui va demander énormément de courage parce que les premières étapes sont quand même assez violentes et assez dures. Mais tu as quand même réussi à faire des études. Alors, tu parlais d'études supérieures. Ouais, je n'ai pas du tout répondu à ta question, je me suis égaré. Non, pas du tout. Non, j'ai fait un bac, tout ce qu'il y a de plus normal, un bac compta-gestion. Ça a été assez difficile pour moi, de ce côté-là, parce que la comptabilité ne m'intéressait absolument pas. Par contre, je pense que mes parents, au bout d'un moment, ont quand même compris que, à force de publier des jeux vidéo sur Internet et à me désintéresser complètement d'une scolarité en quelque sorte classique, m'ont soutenu ensuite et j'ai pu faire une école supérieure de cinéma d'animation qui est à Toulouse, qui s'appelait l'ETPA et qui a été racheté maintenant par l'ESMA, qui est maintenant un gros groupe d'écoles répartis un peu partout en France, ça vers le milieu des années 2000. D'accord. Et donc, du coup, tu es rentré dans cette école et là, tu as appris tout le métier que tu pratiques aujourd'hui ou tu as appris plein de techniques différentes spécialisées dans les arts appliqués, du coup, 3D, alors, 2D? Les écoles ont vachement changé en l'espace de 10 ans, c'est-à-dire que les écoles d'art appliqué, infographie et liées au cinéma d'animation, c'était quelque chose où c'était encore des pionniers qui étaient des profs. Il n'y avait pas encore en plus une véritable industrie en France. Il commençait à en avoir une dans le monde, mais c'est-à-dire c'est une profession très jeune, animateur 3D, infographiste, tout ce genre de choses. C'est vrai qu'on parle du début des années 2000, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc moi, comme j'avais quand même un peu touché beaucoup de logiciels en étant adolescent pour produire des jeux vidéo, tout ça, j'étais déjà initié à énormément de choses. Donc je te cache pas que les 2 premières années, c'est pas que je me suis ennuyé, mais j'en ai profité pour bosser sur mes projets personnels, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui devaient apprendre Photoshop de A à Z, alors que moi j'étais déjà initié à pas mal de concepts d'infographie de ce côté-là. D'ailleurs, à l'époque, j'ai failli faire une erreur en plus, c'est-à-dire que moi, malgré le fait que j'adorais la 3D au cinéma ou ce genre de choses, dans les effets spéciaux ou même les films Pixar, comme je faisais que de la bande dessinée et des jeux vidéo en 2 dimensions, j'avais l'impression que j'étais vraiment destiné à faire que de l'illustration. Et je voulais arrêter cette école au bout de 2 ans pour me lancer immédiatement en freelance. Et heureusement, dans l'école, on a une initiation à la 3D d'une semaine, ce qui fait que j'ai rajouté une année de supplémentaire à ma formation, qui était la spécialisation 3D, et qui là, par contre, m'a été extraordinairement utile par la suite, et là où j'ai appris la 3D de A à Z. Heureusement aussi, parce que je suis tombé avec un excellent prof, qui était extraordinaire, qui était vraiment didactique, qui nous a enseigné les concepts avec le contexte, c'est-à-dire pas du tout de façon scolaire, vraiment dans des rapports de production, parce que lui-même travaillait dans les effets spéciaux, donc c'était vraiment passionnant. Donc oui, au niveau de l'école, je suis un peu mélange d'autodidacte, et heureusement que j'ai une énorme base de formation 3D. Ok, en fait, tu as plus appris par toi-même que dans l'école, mais l'école t'a permis de réaliser tes projets perso, quoi. Ouais, c'est quelque chose que je dis souvent parce qu'en fait, beaucoup de gens sont obsédés à l'idée de choisir la meilleure école d'art appliqué supérieur par rapport à tout ce qui est l'industrie. Ils peuvent essayer de proposer les profs avec le plus gros prestige, ou alors ces écoles, tu sais, qui ont depuis longtemps un prestige comme les Gobelins ou ce genre de choses. Alors que je pense que le plus important, c'est l'école qui offre la meilleure émulation entre les élèves. Parce que de toute façon, les arts appliqués, ça demande une démarche très personnelle et créative et d'autogestion. Et donc, ça va surtout être l'ambiance de l'école qui va être décisive. Ça, c'est pas un peu difficile à choisir en amont ? Si, c'est très compliqué. Et des fois, il faut même être acteur soi-même pour donner une bonne ambiance là où on se trouve. Après, il y a aussi des écoles qui laissent les élèves complètement, c'est-à-dire complètement sans guide, sans direction. Clairement, il y a vraiment des écoles afriques de ce côté-là. Je vais pas citer de nom ou quoi que ce soit. Mais je pense qu'il y a une certaine moyenne au niveau des écoles, que ce soit les écoles comme l'école ou ESMA ou ce genre de choses. Elles se valent pas forcément toutes, mais dans tous les cas, elles offrent un cadre et une émulation créative. Et c'est-à-dire que si on a la foi, on est censé s'en sortir. C'est-à-dire que l'école ne sera jamais totalement déterminante pour la carrière de quelqu'un. Et après cette école, du coup, tu as envie de partir en freelance tout de suite, ou tu vas te faire embaucher dans un cabinet d'architecture, c'est ça ?
Ouais, alors, comme tu dis, j'avais très envie, pas forcément de partir en freelance, mais de partir dans une carrière en quelque sorte d'auteur, surtout par rapport à la bande dessinée, parce que je voyais tout le rapport du travail en commun dans une école, les conflits d'ego, ce genre de choses, qui sont quand même des bonnes choses à apprendre et à gérer. Le travail laborieux de la 3D, des longs rendus qui peuvent planter, tout ce travail très technique m'intéressait, mais en même temps m'effrayait un petit peu si ça devait devenir mon quotidien, comme dans une boîte d'effets spéciaux ou ce genre de choses. Ce qui faisait que j'avais de plus en plus envie de repartir vers la bande dessinée et d'utiliser mes bases en 3D pour exploiter de nouvelles pistes visuelles. Et donc j'ai quand même, malgré tout, avant de me lancer là-dedans, j'ai envoyé pas mal de mails à des auteurs de bande dessinée. C'était à l'époque où il n'y avait pas encore de réseaux sociaux et les gens étaient encore joignables, on pouvait les contacter. Et les retours que j'ai eus étaient quand même particulièrement sombres concernant l'industrie de la bande dessinée, sachant que c'est encore pire maintenant. Ouais. Donc je me suis Sombre, dit, tu veux dire au niveau de la rémunération et de la voilà, façon dont sont traités les auteurs ou... c'est ça. C'est-à-dire que en fait, j'ai eu des retours particulièrement aigris. C'est-à-dire que quelle que soit la situation qu'ils me donnent, j'avais l'impression de voir des gens qui en étaient venus à détester leur propre milieu, leur propre travail. Et dans le milieu artistique, c'est une des choses qui me fait le plus peur, c'est de me mettre à détester la chose que je vais faire tous les jours. Bon, sachant qu'aussi les auteurs de BD en général, je trouve qu'ils ont quand même une tendance aussi à avoir du mal à régler les problèmes qu'ils ont avec les éditeurs et justement à macérer un petit peu dans cette ambiance un peu On va délicate. en reparler tout à l'heure parce que j'ai vu Oui, passer voilà, on va en quelques parler un peu tweets plus et des tard. choses comme ça. Et donc je me suis quand même dit qu'il fallait que je passe par les étapes du salariat, surtout que j'avais peur de peut-être pas réussir à m'autogérer très rapidement. J'étais un peu naïf aussi de ce côté-là. On m'a proposé des stages à Paris, on m'a proposé des opportunités à Paris, mais pour moi, au final, ces opportunités, quand j'ai fait les entretiens d'embauche, tout ça, ça m'a pas intéressé du tout. Pour la première raison, c'était d'un point de vue pécunier, c'est-à-dire que on arrivait à un moment, c'était en 2007-2006, le jeu vidéo français venait de se prendre une grosse crise. Plein de studios avaient disparu, ceux qui restaient étaient particulièrement spécialisés dans le mobile, et quand je dis le mobile, c'est qu'il n'y avait même pas encore les smartphones, donc c'était des petits jeux en pixel art où il fallait resizer toutes les versions pour toutes les versions de téléphone qui existaient. C'était des produits très très commerciaux, et donc les entretiens que j'ai pu faire, c'était toujours pour des SMIC, avec 60 personnes qui attendaient derrière pour avoir un emploi. Beaucoup de chantage par rapport à tout ça, et surtout la vie parisienne qui est quand même particulièrement difficile quand on peut vivre que au SMIC. Toi, tu cherchais du coup un boulot dans le jeu vidéo, plutôt. J'avais aucune. Après avoir essayé la bande dessinée. Je privilégiais rien du tout. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des gens qui veulent absolument travailler que dans le jeu vidéo, d'autres qui veulent absolument travailler que dans les effets spéciaux. Moi, j'associe rien du tout au prestige d'une industrie. C'est simplement, je veux avoir un bon cadre de travail avec des sujets qui me passionnent et des bons collègues. Hein. C'est-à-dire, je suis assez souple de ce côté-là, et par contre, je vais être beaucoup plus difficile sur le côté où si justement on me vend mal l'entreprise. C'est-à-dire que les entretiens d'embauche que j'ai fait, j'avais l'impression que les gens ne voulaient même pas recruter tellement tout ce qui était proposé au niveau des salaires, c'était ridicule par rapport à une vie parisienne. Quoi. C'était vraiment une vie de galérien. Et je le dis souvent, mais franchement, il vaut des fois mieux être au chômage dans le sud de la France que un SMIC à Paris. En fait. Ouais, je vois ce que Donc tu veux. comme je suis un peu têtu, je suis resté à Toulouse. Et l'avantage, c'est que d'un certain côté, comme tout le monde partait à Paris après les études pour travailler, j'ai rapidement récupéré un travail d'infographiste, un 3D dans un studio d'architecture, où j'ai réussi à justement me faire payer très très correctement. C'est-à-dire j'ai eu un salaire de jeune ingénieur assez rapidement, surtout que j'ai eu une augmentation assez tôt. La boîte marchait bien pendant un moment en tout cas. Le contexte était plutôt, enfin c'était le monde du salariat français typique, mais j'ai réussi quand même à faire valoir mon travail et à réussir à pas me faire bouffer par la pression salariale, parce que c'est quand même une boîte de 60 personnes. Donc j'ai travaillé dans l'architecture pendant 2 ans. Ouais. C'était pas super passionnant, ça je dois l'admettre, parce que le but quand même c'est on était chargé de modéliser des résidences monnaie de croix un peu moches, avec en plus tu sais des vieux beaux en polo devant, enfin ce genre de choses, le cliché hein, complet. C'est-à-dire les moindres moments où on essaie d'injecter un petit peu de patte artistique dans ces images d'architecture, le service marketing nous faisait rapidement comprendre que il fallait enlever
ce ciel argenté et rajouter tout de suite un ciel bleu hyper vif, complètement saturé. Ouais, on a l'impression qu'il y a un espèce de style dans les images d'archi. Ah ouais, complètement. Et c'est un peu dommage parce qu'en fait, au niveau de l'élégance, des fois tu peux réussir à avoir un bâtiment moche, mais tu peux réussir à bien le montrer si justement t'es pas en train de le barder de petits personnages tout autour, d'espèces d'arbres vert fluo, tu vois. Et pourtant c'est ce qu'ils exigeaient, alors que justement nous on essaie de s'orienter vers une architecture, une représentation de l'architecture assez élégante comme c'était le cas dans les années 60 ou dans les années 30, où justement le but c'était de mettre en avant le bâtiment par la lumière, par les ombres, ce genre de choses. Donc autant te dire que face à un service marketing un peu sourd, de ce côté-là, c'était impossible. De toute façon, mon architecture, c'était pas non plus mon cœur de métier, et encore moins mes souhaits de carrière. J'avais régulièrement envie de reprendre ma liberté, mais de toute façon, j'étais quand même correctement payé, et j'ai eu en quelque sorte, je sais pas si c'est de la malchance ou de la chance, mais c'est-à-dire l'entreprise a fait faillite. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est une histoire très complexe et compliquée du côté de l'entreprise. Elle a fait faillite et en fait, je venais de faire 2 ans et quelques mois de salariat et en fait, j'ai eu la chance d'avoir un excellent chômage de ce côté-là, où j'avais à peu près, si tu veux, mon salaire pendant 1 an et ensuite un chômage pendant 1 an. Je sais pas si c'est des conditions qui sont encore possibles maintenant, mais à cette époque-là, c'était vraiment, c'était considéré pour les gens qui avaient travaillé 10 ans dans une usine et qui avaient besoin de temps pour se reclasser, en fait. Donc j'ai bénéficié de ce programme-là, et ce qui m'a permis, en fait, cette première année de chômage, surtout en accord avec ma conseillère Pôle emploi, j'ai monté un atelier, en fait, de graphiste. Et quand je dis que j'ai monté un atelier, c'est pas une entreprise, c'est simplement qu'on a commencé à partager des bureaux. Spark, c'est ça, exactement. Ok, donc ça, c'est toi qui as monté l'atelier. Tu fais venir des gens que tu connais dans cet atelier, alors du coup. Alors moi, j'en connaissais quelques-uns. En fait, c'est que ça part de l'initiative de quelqu'un qui avait proposé cette idée sur le forum Café Salé. On se connaissait pas, on s'est rencontrés immédiatement et tous les deux, comme on s'entendait très bien, on a fait venir chacun du monde. Depuis, l'atelier il a grossi, il a même fusionné avec un autre et on a déménagé. On est toujours dans Toulouse, mais on est dans quelque chose maintenant, dans un grand atelier où on est 12 personnes. Mais bon, ça j'y reviendrai plus tard en tout cas. Mais c'est un atelier qui est apparenté à du coworking ou où vous travaillez ensemble. Enfin, je veux dire. Alors non, justement, ouais, c'est ça qu'il faut que je précise. Ça nous arrive des fois de travailler ensemble, mais c'est de la pure collaboration entre freelance. C'est-à-dire on était tous complètement indépendants. C'est du coworking, mais pas nomade. C'est-à-dire on n'est pas là pour gérer un espace de coworking. C'est simplement qu'on se partage des bureaux. Ok, donc c'est un espèce de, comment on dit, de crew, de collectif d'artistes, de freelance. Exactement, c'est ça. Vous regroupez derrière le nom de Spark, du coup. Ouais, voilà. Ok, donc du coup, pendant ces 2 ans, j'imagine que tu as travaillé tes illustrations. Alors, je sais pas, tu as fait de la bande dessinée à ce moment-là ou plutôt des illustrations concept art, etc. Alors, précisons ce que c'est que le concept art, parce que ceux qui nous écoutent ne sont pas forcément faits. Alors, si tu veux expliquer ce que c'est. Ouais, alors, actuellement, là, je suis concept artiste. C'est vraiment mon poste de freelance depuis maintenant à peu près 7 ans. Le concept art, c'est illustrer et mettre en image des concepts avant production, ou des fois pendant la production, que ce soit pour du cinéma ou du jeu vidéo. Le but, c'est de réaliser des croquis, des recherches visuelles pour les environnements, les univers ou les personnages, sachant que moi, je suis vraiment spécialisé dans les environnements. Parfois, les croquis sont très poussés quand même. Enfin, c'est coloré, c'est très détaillé. Oui, voilà. En fait, le but, c'est de donner une vue d'artiste de qu'est-ce que pourrait être le projet, et de le réfléchir avec le réalisateur, de le réfléchir avec les équipes artistiques. Alors, des fois, le concept artiste est complètement sous les ordres du directeur artistique. Des fois, il a une grande liberté parce qu'il devient le directeur artistique en soumettant ses idées. Donc moi, de ce côté-là, je jongle vraiment. J'ai jamais bossé de la même façon avec qui que ce soit. Il y a toujours un rapport au travail qui est complètement différent selon le studio et selon le directeur artistique. Ouais, on va revenir sur les process un tout petit peu plus tard. C'est juste pour définir ce qu'était voilà, globalement, si on pense à un film comme Star Wars ou Jurassic Park, un concept artiste, c'est celui qui va dessiner avant la production, par exemple les dinosaures ou les vaisseaux ou les planètes, afin que tout le monde soit bien d'accord et que tout le monde ait une vision commune au moment de la production du projet. Sachant que des fois aussi, c'est des fois seulement juste pour amorcer un projet. C'est-à-dire qu'on a des producteurs qui vont un peu se battre
au sein d'une même boîte de production pour décrocher leur propre projet, et donc ils vont monter des dossiers, que ce soit de films ou de jeux vidéo, et donc ils vont faire appel à un ou des concept artistes pour faire le dossier visuel, et ensuite les têtes dirigeantes du studio, de la boîte, ou alors les financiers vont décider sur quel projet ils partent. Donc des fois aussi c'est juste du travail de consultation visuelle. Ok. Et du coup, ces illustrations pour du concept art, tu les fais pendant ton temps de chômage ou comment tu utilises ton temps à ce moment-là? Alors, heureusement, j'avais quand même une conseillère qui était assez souple de ce côté-là. C'est-à-dire, moi, je lui ai expliqué mon projet, c'est que j'étais pas du tout dans l'idée de partir dans le concept art. Ta conseillère... Ma conseillère Pôle emploi, ouais, excuse-moi, faut que je précise. C'est-à-dire, quand je lui ai expliqué mon projet de monter mon atelier, c'était à la base vraiment moi pour me lancer dans la bande dessinée. C'est-à-dire qu'avec l'architecture, je considérais que j'avais suffisamment pris de galon pour manier les différents outils d'infographie et surtout réussir à produire assez rapidement mes pages. J'avais pas du tout en tête le projet de concept artiste parce que c'était un métier à l'époque qui était pas encore aussi démocratisé, qui était pas aussi connu. Je savais en quoi ça consistait, mais c'était souvent de très grandes stars qui occupaient ces postes. C'était toujours en interne dans des studios très verrouillés en Californie. Et surtout, c'était pas encore une démarche très précise dans les grosses productions. C'est-à-dire, on faisait appel aux concept artistes plus comme des storyboarders. S'il y avait de la recherche visuelle, elle était beaucoup moins importante qu'elle ne l'est maintenant, en tout cas. Sans compter que les jeux vidéo avaient pas non plus des logiques, c'est-à-dire des moyens de production qui permettaient d'aller vers l'hyper-réalisme ou vers l'hyper-stylisé. Donc, c'est-à-dire que généralement, s'il y avait des concept artistes, c'était plus des gens qui prenaient des références photos. Donc c'était pas encore un métier qui était spécialement connu, qui était industrialisé. Donc c'était plus un métier de gens qui faisaient des croquis à Hollywood. En fait. Donc ça existait pas vraiment. Donc toi, tu es plus parti pour sur la bande dessinée du coup. Voilà, c'était surtout aussi un projet, le projet de bande dessinée qui traînait dans ma tête depuis un moment, et puis revenir à un rapport au travail beaucoup plus personnel. C'est-à-dire entre travailler dans le salariat, travailler sur des films d'animation 3D quand j'étais étudiant, bosser sur plein de petits projets différents en groupe, j'avais envie de revenir dans un rapport de production où je contrôlais tout. C'est-à-dire que j'avais l'impression au moins que c'est moi qui pourrais tout gérer, que s'il y avait des problèmes, c'était ma responsabilité. Faut savoir que maintenant, je trouve cette vision peut-être légèrement naïve en fait, et peut-être aussi un poil narcissique, c'est-à-dire que depuis la bande dessinée, depuis avoir fait 2 ans dans la bande dessinée, j'en suis légèrement épuisé, j'en suis absolument pas dégoûté, j'adore faire ça, mais je me suis rendu compte que j'aimais énormément le travail en équipe par rapport au rapport d'essayer de trouver une cohésion, des fois du consensus aussi, et essayer d'être universel dans la façon dont on travaille et pas de s'enfermer dans une seule méthode. C'est-à-dire on est en vase clos quand on fait de la bande dessinée. On n'a pas de curseur d'ajustement par rapport à d'autres collègues ou ce genre de choses. Moi, heureusement, j'avais ça avec l'atelier. Mais voilà, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on commence un petit peu à être seul dans son projet. Et au niveau de la motivation, ça peut être un peu dur. Toi, tu as choisi aussi de l'auto-éditer, alors on va y revenir. Ce qui fait que tu n'as pas un directeur d'édition, ou je ne sais pas comment on appelle ça, qui puisse te dire oui, ça c'est pas mal, ça c'est compliqué. Du coup, c'est sûr que tu te retrouves vraiment encore plus avec toi-même que si tu avais été au sein d'une entité de production. Ouais, mais alors l'auto-édition, justement, c'était pas forcément quelque chose que je souhaitais exactement. Hein. C'est-à-dire ça a été plus un choix par défaut, mais en même temps qui était malgré tout initié par les étranges rapports que j'ai eu avec les éditeurs. C'est-à-dire que comme n'importe quel auteur de bande dessinée, j'ai envoyé mon dossier à de nombreux éditeurs. Alors évidemment, il y a la plupart des retours, j'avais pas de réponse, ou des fois c'est des retours négatifs. J'ai quand même eu des retours intéressés. Pardon ? Ces dossiers, tu les envoies après avoir commencé quelques planches pendant ton chômage, c'est ça ? C'est ça, j'avais déjà bien avancé, j'avais essayé de réfléchir à l'univers, le design des personnages, j'avais écrit le dossier, je l'ai envoyé clean, comme à l'époque il fallait bien envoyer sur papier, l'envoyer sur papier avec une belle impression pour bien montrer sa motivation. J'avais fait les choses dans les règles. Dans tous les cas, je peux comprendre tout à fait que le projet ne convienne absolument pas à un éditeur. Par contre, j'en ai eu quelques-uns qui étaient intéressés, et les négociations, j'ai eu l'impression de revenir à des négociations encore pires que quand j'étais débutant et que je cherchais du travail dans le jeu vidéo qui était ravagé en France. C'est-à-dire que c'était ridicule ce qu'on me proposait au niveau de la rémunération.
C'est-à-dire au niveau des pages, on approchait les 50 € par page, qui peuvent certaines demander 3 à 4 jours de travail. Le milieu de la bande dessinée était un moment en fait où tout le monde courait après les éditeurs pour se faire éditer, sachant que c'est peut-être encore le cas maintenant. Moi j'ai un peu pris une distance avec tout ça, mais c'est-à-dire que j'avais la sensation beaucoup d'éditeurs se considéraient comme des grands princes par le fait de déjà accepter d'éditer l'auteur, c'est-à-dire la rémunération c'était quelque chose de complètement accessoire, ce qui est pas vraiment dans mon caractère de façon générale. C'est pas une question d'avoir une vision pécuniaire de la vie, c'est une question aussi du rapport de respect au travail. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui le mélangent, c'est-à-dire qui mélangent le rapport au prestige avec ce qu'il leur faut réellement pour manger, en fait. Donc j'ai vu beaucoup de gens aussi parmi mes collègues, parmi mes confrères, accepter des situations assez épouvantables, mais pour avoir le prestige d'être chez un éditeur ou d'avoir une situation qu'ils considèrent comme validée par la profession. Du coup, tu prends ces refus des éditeurs ces refus ou ces négociations qui n'aboutissent pas. Et du coup, tu arrives à la fin de ton chômage. Du coup, il faut commencer à penser à quelque chose qui puisse être rémunérateur, non? Voilà, ouais. Donc, j'avais quand même, je suis pas quelqu'un qui suis trop dépensier et j'avais quand même eu pas mal d'argent en travaillant en architecture. Quand je dis pas mal d'argent, c'est que j'avais bien économisé. J'avais encore quand même de quoi vivre. Je m'étais donné à peu près 4 ans pour ce projet. Donc moi je me suis lancé dans l'auto-édition pour auto-éditer le premier tome de ma bande dessinée, sachant que j'en avais quasiment dessiné 3 tomes à ce moment-là et que tout était publié en ligne gratuitement. Ah oui, tu avais déjà dessiné, colorisé les 3 tomes à cette époque. Oui, là c'est pendant en fait ces 2 ans de négociation, de construction du projet, et au fur et à mesure, au bout d'un moment, je me suis dit bon ben allons-y, je pars en solo quoi de ce côté-là. Ok. Il y avait les débuts du crowdfunding, ça a commencé à décoller légèrement. Donc j'ai auto-édité mon premier tome via le crowdfunding justement, via Ulule. C'était pas là, on n'était pas encore dans quelque chose de rémunérateur, c'est-à-dire qu'au moins le projet j'ai pas perdu d'argent dessus. Mmh. J'ai eu un peu d'argent de poche en fait dessus, mais c'était pas le plus conséquent. J'avais pas encore pris de décision ou quoi que ce soit. Moi, je continuais ma bande dessinée, mais plus ça allait, plus le concept art commençait à apparaître sur Internet au niveau des portfolios. C'était pas encore quelque chose qui était dans mes souhaits, mais c'est-à-dire que moi, j'ai commencé à réfléchir à ma bande dessinée comme si c'était un projet de jeu vidéo ou de film, et c'est-à-dire que j'ai commencé à faire presque involontairement moi-même des concepts pour les décors, pour les designs, les environnements, et surtout sur la centaine de pages que j'ai produites, je me suis rendu compte que je commençais à vraiment préférer travailler les décors, les environnements, travailler la lumière, malgré le fait que j'attache énormément d'affection aux personnages. C'est aussi une façon de voir les choses sur lesquelles on est bon ou pas, la bande dessinée, parce que c'est quelque chose qui est rempli de narration, donc on doit tout le temps changer des cadrages, on doit essayer énormément de choses différentes, on doit dessiner des voitures, on doit dessiner des bâtiments, on doit dessiner des personnages en mouvement. Il y a beaucoup c'est-à-dire on peut pas être spécialiste d'un seul élément quand on fait de la bande dessinée, et j'ai commencé à avoir mes limites au niveau des personnages, mais par contre j'ai vu que je m'épanouissais complètement dans le décor, et que même le fait de prendre des libertés dessus les enrichissait énormément. Et au fur et à mesure, les décors ont commencé à devenir en quelque sorte presque le personnage principal de mes bandes dessinées. Je pouvais les extraire facilement pour en faire de belles images, et elles ont commencé à pas mal tourner sur Internet. Et c'est à partir de là que j'ai reçu les premières propositions de contrats de différents studios. T'étais sur les forums de Café Salé du coup à l'époque, c'est ça? Un petit peu, mais moi c'est surtout DeviantArt Ouais. qui m'a été utile au début en tout cas pour les clients. Mon portfolio avait commencé à tourner un petit peu chez différents directeurs artistiques. J'ai également eu la chance lors d'un salon de croiser l'équipe de Ward Light, qui sont Jessica Rossier et Bastien Grillet, qui sont 2 concept artistes montpelliérains. À la base, ils sont d'origine suisse. Et on s'est très bien entendu parce qu'on avait des salons, on avait nos stands juste à côté. Et surtout, j'ai découvert qu'on pouvait être concept artiste freelance et résider dans le sud de la France. C'est-à-dire que jusqu'à présent, par rapport aux limites d'Internet, que ce soit au niveau des transferts, aussi d'un point de vue sécurisé, et par rapport à la tolérance des studios, c'était quelque chose qui était absolument pas classique dans le milieu de la production audiovisuelle, de faire travailler des freelances extérieurs en fait, pour tout ce qui était concept art. Et eux venaient de finir un contrat sur le dernier Call of Duty.
sachant que bon déjà ils sont très talentueux tous les deux, mais surtout j'ai vu en fait que c'était complètement possible à partir du moment aussi qu'on le décide soi-même, c'est-à-dire de se déterminer comme un concept artiste et de faire la démarche pour. Et donc j'ai commencé à orienter de plus en plus mon portfolio sur mes environnements, sur mes décors. Surtout que j'ai commencé à essayer de perfectionner les techniques de mélange de 2D et 3D. Je me suis énormément servi de mes bases en architecture, où justement j'avais cette frustration de voir des décors très froids produits par la 3D et de pas avoir ce côté chaleureux de la 2D et du côté jeté ou de l'accident en illustration. Et j'ai essayé de mélanger les deux justement pour me permettre encore plus de possibilités créatives. Et à partir de ce moment-là, les propositions ont commencé à se multiplier au fur et à mesure depuis que j'ai vraiment orienté mon portfolio vers les décors, vers les environnements, vers quelque chose qui puisse se greffer à une industrie et qui soit pas juste un travail personnel d'un univers trop cloisonné en fait. Ouais. Ok, donc là, à partir de ce moment-là, on peut dire que tu es lancé et que tu travailles en tant que concept artiste freelance presque à plein temps. Je dis presque parce que tu as encore plein d'autres projets dont on va parler. Alors, on va dire, j'ai eu une première année de transition où en fait je bossais encore sur ma BD. J'ai fait également les illustrations ce que j'ai appelé les badass cartoons, qui ont pas mal tourné sur internet, mais ça c'était plus un peu pour m'amuser. Et je commençais à avoir les missions de concept art qui sont arrivées de plus en plus régulièrement. C'est-à-dire au départ j'étais à mi-temps dessus, au bout de 6 mois j'avais les 2 tiers du temps où je tombais du concept art toute la journée, et à la fin de l'année j'étais 100% concept artiste ou illustrateur, c'est-à-dire quand je dis concept artiste, c'est-à-dire que je pouvais également fournir des illustrations de production, ça change pas grand-chose en tous les cas. Mais oui, c'est-à-dire que je pense qu'il y a eu vraiment un moment où il y a eu une énorme rupture au niveau de la fréquence, au moment où ça a commencé à s'accélérer et s'emballer. Je pense que c'est peut-être aussi avec l'arrivée du site ArtStation. C'est-à-dire moi je pense que je fais partie des plus jeunes inscrits sur le site. Les portfolios ont commencé à tourner rapidement et il y a aussi peut-être un cadre, hein, c'est-à-dire que moi en ce moment j'ai énormément de demandes, je reçois des mails tous les jours de propositions différentes. Je dis pas que c'est forcément à cause de mon talent, je pense que c'est plus à cause de la viralité de mon portfolio. Je suis peut-être arrivé des fois à des bons moments au bon endroit. Et aussi, il y a aussi peut-être un travail quand même dans mes illustrations qui fait que les choses sont un peu universelles et touchent un peu tout le monde. Mais voilà, je suis arrivé au moment où ArtStation était en plein décollage. Et surtout, il y avait un site de concept art, je crois que c'était conceptart.org, qui là où il y avait toute la profession et tous les directeurs artistiques qui venaient piocher leur talent, qui s'est craché. C'était un site ukrainien, je ne sais plus pour quelle raison, je crois qu'il n'y avait aucune explication, mais le .com a fermé du jour au lendemain, faisant disparaître en fait des milliers et des milliers de pages de forums qui servaient en fait de portfolio à de nombreux artistes. Donc c'est-à-dire que les compteurs se sont remis à zéro pour une grosse partie de la profession, de ce côté-là. Je suis arrivé au bon moment avec ArtStation. Les choses ont commencé à devenir virales de ce côté-là. Je me rappelle que je commençais à avoir des trucs en discussion avec différents studios. Je faisais des petites missions pas forcément ultra bien rémunérées, mais qui étaient déjà gratifiantes. Et puis un soir, c'était un vendredi soir, j'ai reçu une proposition de Psyop, qui est une grosse société de production audiovisuelle californienne. Et ils m'ont envoyé un message en me disant qu'ils voulaient bosser avec moi et ils voulaient savoir si j'étais disponible maintenant. Et quand je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils estimaient par maintenant, ils m'ont dit là, tout de suite. Et donc je leur ai dit ok, mais c'est le week-end, donc ce sera 500 € jour. Enfin, j'ai tenté T'as augmenté tes tarifs sur le week-end. Ouais, j'ai augmenté mes tarifs parce que je sentais qu'il y avait urgence, en plus il fallait que je travaille le week-end. Et dès les heures suivantes, je suis reparti à mon atelier, c'est-à-dire très tôt le matin, pour produire un maximum d'images. C'était pour une pub pour le Super Bowl. Et à partir de là, je pense que cette réactivité c'était comme une confirmation au niveau du métier. Puis Psyop sont revenus plusieurs fois vers moi, et au fur et à mesure, c'est les studios de jeux vidéo, et ainsi de suite. Ouais. Et cool, bouche à oreille a fait le reste. Ouais, voilà. C'est-à-dire que je pense que sur les premières étapes, si on se donne à fond sur les premières étapes et qu'on fait preuve de professionnalisme en rendant les choses en temps et en heure, avec une espèce de souplesse artistique, c'est-à-dire de pas se braquer quand il y a des corrections, et surtout aussi c'est un travail d'empathie, de bien comprendre ce que souhaite l'interlocuteur, surtout quand il est anglophone et que ça passe que par 3 lignes de brief en anglais. C'est-à-dire ça peut très bien se passer. C'est-à-dire faut savoir que même si des fois il y a du blacklisting
dans ma profession, il y a également l'inverse, hein, c'est-à-dire que quand ça se passe bien, les noms sont retenus, circulent, et les gens se les confient entre collègues directeurs ou directeurs artistiques. Ok, je crois qu'on est arrivé au moment où tu étais bien implanté dans le métier. Et du coup, avant de parler de tes nombreux projets, moi j'ai une question. Est-ce qu'il y a un artiste fondateur qui t'a fait vraiment vouloir faire ce métier? Un seul. J'ai énormément d'artistes références depuis mon adolescence, mais ce qui est très dommage, c'est que mon artiste préféré, je vais même pas pouvoir te dire le nom parce que je suis trop loin pour attraper le livre. C'est un artiste japonais qui, c'est-à-dire là, ça a été un peu le déclic pour moi de savoir que je voulais travailler dans les environnements. C'est celui qui a réalisé tous les décors du film Amer Béton de Studio 4C. Tekken Kinkrit je crois en original, qui est une espèce d'environnement assez dingo, hyper urbain, avec quand même malgré tout du végétal, de la verticalité, très exotique parce que ça s'inspire autant du Japon mais aussi de l'Indonésie, de l'Asie du Sud, du Sud-Est, Sud-Ouest. C'est sorti d'un manga, ce dessin animé. Du coup, est-ce que c'est le même qui dessine? Je sais pas. Non, pas du tout. Justement, c'est ça qui est génial, c'est que lors de la réalisation en film, je crois que c'est réalisé par Michel Arias, un réalisateur américain qui était au Japon justement pour Studio 4C. Mais en tout cas, celui qui est responsable des décors, je me suis désolé de ne pas retenir son nom. Il a vraiment sublimé la BD originale, il a réinventé un monde et il a fait un vrai travail de design avec une identité très forte. Et ça fait partie de ces films que j'adore, c'est-à-dire c'est quand l'environnement devient presque le second personnage du film. Il y a des films qui réussissent ça très bien, par exemple les Batman de Tim Burton où Gotham City devient le deuxième personnage du film. Un peu pareil avec les films Aliens où les environnements aussi sont très très importants. Ben là c'est pareil, mais surtout c'est un univers, c'est une espèce de ville ultra colorée, ultra vivante, qui a un vécu incroyable. Chaque plan quelque chose de très narratif, et ils arrivent à être contemplatif sur chaque cadrage. Même une poubelle peut paraître super jolie vue par l'équipe du film, parce qu'il suffit de faire tomber le bon rayon de lumière au bon endroit, ou de mettre une plante grimpante sur le grillage qu'il faut, et il y a un rapport d'équilibre, de vie, c'est très organique, et je pense que c'est quelque chose de très déclencheur. Après, je peux quand même te donner un deuxième nom aussi, parce que c'est Rob Ruppel, du moins je me retiens son nom. Il a été directeur créatif ou artistique sur le dernier jeu de Naughty Dog, c'est-à-dire Uncharted 4. Ouais. Et en fait, j'ai eu l'occasion de voir ses conférences en Trojan Horse as Unicorn, qui est une grande conférence de concept artistes qui a lieu tous les ans. Jusqu'à présent, c'était en Portugal. Là, je crois qu'ils vont se déplacer à Malte. J'ai eu l'occasion de voir une de ses conférences en 2016, également de lui parler, de lui montrer un petit peu mon portfolio. Bon, il était un peu sous au moment où je lui ai montré mon portfolio, donc c'est pas forcément les choses les plus cohérentes qu'il ait pu me dire, mais par contre, au niveau de ses conférences et de sa démarche artistique, je trouve ça vraiment super intéressant parce que c'est quelqu'un qui recherche l'hyper-réalisme tout en cherchant également la stylisation. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui peut paraître super opposé, et pourtant, il arrive à unir les deux. C'est-à-dire, il va essayer d'avoir des lumières particulièrement presque photographiques, et pourtant, les formes de tous ces arbres, de ces bâtiments, vont avoir quelque chose de stylisé, de synthétisé, un rapport à l'épure, et il y a quelque chose d'assez fantastique à regarder au niveau de ces images, c'est-à-dire qu'on a l'impression de voir une photo stylisée. Alors, c'est pas forcément une démarche que je souhaite avoir, mais en tout cas, il arrive à essayer de synthétiser la lisibilité maximum d'une image. Enfin, je pense que c'est sa démarche artistique à lui, et depuis, ça a été un déclencheur, c'est-à-dire que je passe encore plus de temps à me concentrer au niveau de mes images, à représenter quelque chose de lisible, même en l'état d'une vignette qui serait de 30 pixels sur 30 en fait. C'est-à-dire, dès la première seconde, il faut que le cerveau ait compris ce que l'image représente. Donc ça a été aussi un déclencheur dans ma profession, et quand je suis revenu justement de ces conférences-là, j'ai eu vraiment l'impression d'avoir amélioré mon niveau seulement en ayant eu des échanges en quelque sorte un peu philosophiques. Enfin, voilà, ça a été un déclencheur artistique assez fort. Tu as parlé tout à l'heure des badass cartoons. Moi, je pensais que c'était un espèce de daily project que tu avais fait pour pouvoir
te lancer, te faire connaître et mettre ça sur les réseaux, justement. Est-ce que c'est le cas ou pas? C'est intéressant. C'est-à-dire que j'aime beaucoup la culture du remix, de façon générale. Surtout que c'était pas quelque chose qui était encore ultra courant sur Internet. Il n'y avait pas encore tous ces agrégateurs d'images comme BuzzFeed et tout ça. Moi, je suis arrivé au moment aussi où tous les agrégateurs ont commencé à se multiplier. Quand j'ai fait les Badass Cartoons, à la base, c'était simplement un délire personnel qui était lié à des vidéos YouTube où j'expliquais quelques principes et fondamentaux du dessin. Ça a amusé quelques personnes sur les premières images. C'était vraiment d'un point de vue purement privé sur Facebook et un peu sur DeviantArt. Et en fait, j'ai beaucoup aimé le challenge d'essayer de remixer les personnages un par un. C'est-à-dire qu'à chaque fois, des potes me donnaient des noms de personnages des années 80 qu'ils souhaitaient voir remixés en version un peu hardcore. Et donc j'essayais de trouver une mixture, un concept pour la relecture du personnage. Je me suis donné ça comme challenge personnel et surtout quand même j'ai vu qu'il y avait une certaine réaction sur les réseaux. Mais c'était pas forcément une démarche opportuniste. Après, quand j'ai vu quand même qu'il y avait une vague d'intérêt pour ça, j'ai auto-édité le bouquin sur Ulule. Mais c'était vraiment plus pour concrétiser et finir le projet une bonne fois pour toutes. C'est pas un projet dans lequel j'ai envie de me remettre, surtout que c'est quand même un gimmick d'internet, de ce genre de choses. Beaucoup de gens pensent qu'en fait j'ai eu beaucoup de boulot grâce à ça. Ça n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire ça m'a permis de me faire connaître énormément du grand public sur internet, d'avoir beaucoup d'abonnés et ce genre de choses. Mais jamais je n'ai eu un directeur artistique qui n'est venu me voir pour ça. C'est-à-dire si j'ai des directeurs artistiques qui viennent me voir, c'est toujours pour mes gammes de couleurs, pour mes illustrations et jamais pour les badass. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est assez important à comprendre quand on est un artiste qui veut bosser pour l'industrie. C'est que d'abord les premières amorces au niveau de sa profession, si on veut se faire plaisir sur ces images, déjà, il faut garder une certaine spontanéité et quelque chose de personnel. C'est-à-dire, celles qui circulent dans le milieu du jeu vidéo et du cinéma, ce sont des images personnelles, c'est-à-dire les décors, en fait, là où j'essaie d'avoir un peu de poésie. Et après, il y a le rapport au grand public, c'est-à-dire ce qu'on pourrait dire le mainstream. Et donc, je vois beaucoup de gens se plaindre sur Facebook ou sur Twitter d'avoir énormément de followers ou d'abonnés, mais d'être dans une galère financière permanente. Et je pense qu'ils confondent un rapport sur de la culture d'une consommation instantanée, c'est-à-dire on fait des images même si elles sont compliquées à faire, mais que tout le monde va se partager, mais que personne n'a fondamentalement envie d'acheter, d'adapter ou d'insérer dans un film. C'est ça la grosse différence qu'il faut comprendre. Et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de blogueurs BD qui galèrent. Ils racontent leur vie, mais c'est pas forcément quelque chose qui a vocation à devenir un film ou une bande dessinée éditée où tout le monde aura envie d'avoir les tomes de cette BD, quoi. Des fois, ça peut très bien marcher, hein, mais c'est-à-dire l'affluence Internet ne détermine pas grand-chose pour un artiste visuel. C'est-à-dire, je pense que c'est peut-être sûrement très important pour un youtubeur ou pour quelqu'un qui travaille dans la communication ou pour des gens qui organisent des événements, mais pour tout ce qui est lié à un travail professionnel d'art appliqué, on n'a pas forcément besoin d'avoir 100 000 abonnés ou d'avoir des millions de j'aime sur Facebook. Il faut juste avoir son portfolio au bon endroit avec les bonnes personnes, et ce n'est pas si important d'avoir une audience gigantesque auprès de la culture mainstream interne. Tes projets sur Retour vers le futur 4, les Simpsons, le nouveau jeu de Mario Kart et des choses comme ça vient pas du tout des Badass Cartoons? Non, pas du tout. Ça, c'est plus des petits coups de bluff, on va dire. C'est aussi un challenge que je me donne, c'est que chaque 1er avril, je fais des faux concept art pour un projet imaginaire et qui est un peu fantasmé de façon générale par les gens dans la culture populaire. Donc c'est des projets que je viens de citer, du coup, c'est pas des projets payés alors? Non, pas du tout. Non, ça n'existe pas du tout. Ce sont des purs fake projets, en fait. À un moment, j'y ai cru quand même. Il faut que Non, mais t'es pas le seul. Il y a encore des amis à moi qui me demandent des suites de ces projets-là sans avoir assimilé que c'était faux. Par exemple, quand j'ai commencé à balancer des images d'un faux Mario en mode aventure créé par Naughty Dog, c'est-à-dire à la Uncharted, j'ai eu des gens dans les studios de jeux vidéo même qui m'ont dit tu devrais faire attention à ne pas diffuser les images parce que Naughty Dog n'ont pas annoncé le jeu. Enfin voilà, c'est-à-dire les gens ils ont vraiment pris les choses au sérieux. Et c'est justement aussi le challenge pour moi, c'est-à-dire que si ça paraît crédible, c'est-à-dire que c'est réussi. Du coup, ça rejoint un peu les Badass Cartoons. En fait, c'est Badass Cartoons mais amélioré, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'avec des environnements tels que tu le fais en tant que concept artiste, parce que les Badass Cartoons ils rejoignent plus le côté bande dessinée, illustrativement parlant.
Les badass Carnot, c'est plus une idée rigolote, quel que soit l'aboutissement visuel de la chose, alors que quand je fais ces faux concept art de 1er avril, ça tient plus de l'ordre du fantasme, c'est-à-dire on rêve d'une suite, ou on rêve d'un remix de ça, on rêve de le voir refait d'une autre façon, et j'essaye de montrer un minimum en image ce que ça pourrait donner. Donc ça montre aussi d'un point de vue c'est-à-dire d'un point de vue professionnel, pour le directeur artistique, c'est assez important parce que ça montre comment on peut se greffer à un projet, lui redonner une personnalité, lui redonner un coup de polish en fait d'un point de vue d'une modernité visuelle. Donc c'est aussi un challenge rigolo, c'est-à-dire que si on veut travailler dans le concept art et qu'on a pas encore de boulot et qu'on veut démontrer son travail, on n'est pas obligé de partir dans un délire complètement personnel, on peut justement s'amuser à essayer de prendre un gros projet d'industrie et essayer de le moderniser et de montrer qu'est-ce qu'on pourrait montrer comme valeur ajoutée, exactement comme le font les graphistes quand ils s'amusent à refaire toute l'identité visuelle d'une marque de A à Z, pour montrer qu'est-ce que ça pourrait donner si eux, avec leur personnalité et en injectant un peu de modernité et d'éléments contemporains, qu'est-ce que ça donnerait? Une espèce d'exercice personnel, plaisir, quoi, en plus de ce que tu peux faire au quotidien, quoi. Bah, c'est ça, c'est un challenge et en même temps c'est très amusant et je pense que ça amuse aussi le public tout en donnant un certain coup de projecteur d'un point de vue du côté tout ce qui est de la direction artistique. En tout cas. Alors on va parler de ta bande dessinée puisqu'on a déjà pas mal parlé. Est-ce que elle est finie puisque il y a 3 tomes qui sont en ligne dont les 2 premiers sont finis avec 13 épisodes et le dernier il y a 6 épisodes dont le dernier vient de sortir, je crois. Oh non, il est sorti il y a très longtemps. Il y a très longtemps. Il y a 4 ans, 5 ans, je crois. 4 ans ou 5 ans, du coup. Ouais. Okay. Je suis pas du tout à la page, du coup, sur celui-là. Mais alors, est-ce qu'il y a eu un espoir pour qu'elle soit finie? Et est-ce que tu sais combien de temps ça te prendrait de finir les tomes? Parce que j'ai lu que tu voulais pas annoncer le nombre de tomes qu'il y aurait sur la série pour pas spolier un peu la fin. Alors, c'est aussi une grande souffrance de mon côté, hein. C'est-à-dire, mais je suis obligé de mettre ça en hiatus pour le moment. Je compte absolument pas abandonner. C'est normal parce que si tu mets 4 jours pour faire une planche, du coup, aujourd'hui, tu peux plus trouver le temps pour faire le... Alors déjà, maintenant, je serai un peu plus rapide et je changerai mes méthodes de production aussi. Parce que le travail aussi de concept artiste et travailler avec énormément de studios, ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend aussi à faire quelque chose de bien en peu de temps. C'est-à-dire, à force, on commence à avoir des mécanismes, on commence à avoir une visibilité immédiate de ce qu'on va faire et de son planning. C'est pour ça qu'il faut se garder toujours un peu de temps de recherche et développement pour trouver toujours de nouvelles techniques qui vont nous faciliter la tâche. Donc ce serait plus rapide à produire, mais c'est surtout que je déborde de propositions, je déborde de projets, je suis obligé d'être mobile régulièrement aussi pour des déplacements, ce genre de choses. Et là, en plus, maintenant, je me lance dans on vient de monter avec mon associé Arnaud Mollet notre studio de jeux vidéo. Donc c'est un univers qui est absolument pas bouclé, terminé. C'est quelque chose vers lequel je reviendrai. Ça, c'est sûr et certain. Mais c'est-à-dire que tant que je suis sur le haut de la vague d'un point de vue de l'industrie audiovisuelle, je vais en profiter. C'est-à-dire quand j'en aurai fait un petit peu le tour, je reviendrai à mes premiers amours que sont la bande dessinée. Si un éditeur aujourd'hui t'appelle et te dit voilà, j'ai un super prix pour faire sortir cette bande dessinée, tu acceptes aujourd'hui ou t'attends encore quelques temps justement de finir, d'avoir fait le tour du concept art? S'il y a un super prix, je serai en mesure d'accepter parce que je pourrais m'entourer de collègues et de collaborateurs pour le produire en fait. Ouais. C'est aussi ma démarche, c'est-à-dire que même s'il y a des choses très critiquables chez les Américains et les Japonais, leur façon de produire de la bande dessinée, du manga ou du comics est beaucoup mieux organisée et laisse beaucoup plus la chance à l'œuvre de se faire. C'est-à-dire que ça demande plus d'engagement financier de la part de l'éditeur, mais c'est-à-dire il va pas lancer la BD au hasard à une mauvaise date et au milieu d'une concurrence de surproduction. Il va faire vraiment un travail marketing, l'éditeur, s'il a engagé plus d'argent sur son projet et s'il y a plus de ressources humaines aussi dessus, quoi. C'est aussi une façon de produire les choses rapidement. Et le problème de la bande dessinée française, c'est que c'est quand même assez dur de se contenter de 1 tome par an, même si c'est très dur à produire. Et donc les Américains, eux, peuvent réussir à produire l'équivalent en l'espace de 2 mois, et les Japonais, eux, c'est encore plus rapide, quoi, en fait. Bon, par contre, c'est aussi critiquable, c'est-à-dire que certains se tuent à la tâche. Hein.
Ouais, après, je sais qu'il y a des auteurs de bandes dessinées français qui essayent de faire des bandes dessinées façon japonaise en sortant des planches très rapidement. Par contre, je sais pas à quel point ils sont rémunérés. Enfin, je pense surtout à Bastien Vives et son équipe sur Oui, Lastan. ouais, mais ça justement c'est intéressant parce qu'ils ont quand même malgré tout essayé de bosser dans un rapport de studio où ils étaient 3 dessus. Je connais pas exactement leur méthode de production, mais je trouve que c'était assez audacieux et au final ça a été payant. C'est-à-dire qu'ils accrochent beaucoup plus le lecteur en ayant un tome tous les 5 ou 6 mois plutôt Ouais. qu'en les laissant attendre des fois 1 an, 2 ans sur surtout quelque chose qui se veut comme un roman fleuve ou de très épisodique. Hein. C'est-à-dire les séries télé marchent aussi très bien pour ça. C'est-à-dire on baigne dans un univers, on a le temps de voir les personnages se développer et surtout on les voit avec une fréquence qui est très agréable. Bah, ta bande dessinée, tu avais essayé de faire ça en sortant des épisodes régulièrement, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. Mais c'est-à-dire que quand on est tout seul, euh, qu'en plus je gère la diffusion, la communication tout seul comme un grand, j'ai jamais été dégoûté de le faire. Ça m'a toujours donné énormément de plaisir. Mais comparé à, c'est-à-dire la façon d'atteindre les gens comme je le fais maintenant, avec des équipes très organisées, pour l'instant j'en profite. On va parler de ton jeu vidéo, du coup, parce que tu viens de sortir des concept art pour un jeu qui s'appelle Forest of Liars. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ce projet? Ouais, alors c'est un projet qui justement, lui, contrairement à beaucoup d'autres de mes projets, n'est pas forcément un projet de longue date. Euh, je suis parti à Londres là pendant 6 mois l'année dernière pour travailler chez Rocksteady. Et je savais que dans tous les cas, moi j'avais prévu c'est-à-dire eux voulaient m'embaucher à temps plein, mais moi je comptais vraiment pas rester en Angleterre parce que je préfère largement le sud de la France d'un point de vue de l'environnement, malgré la grande qualité de vie qu'offre le studio Rocksteady. Euh, je suis revenu en France d'ailleurs après ce saut à Londres où j'ai continué à travailler pour Rocksteady en freelance. Mais quand j'étais là-bas, en fait, à force de travailler avec d'énormes acteurs du jeu vidéo, des énormes studios, j'en étais pas spécialement dégoûté, mais j'ai assimilé énormément de choses sur la façon de produire un jeu vidéo. Et j'ai essayé de synthétiser dans ma tête, dans ma réflexion, des rapports de production, des rapports d'idées et d'idées de game design sur comment faire un jeu facile à produire qui soit assez fort, impactant artistiquement et qui offre un maximum de narration. Donc, j'ai réfléchi pendant plusieurs mois à essayer de concevoir un principe de jeu qui me permettrait d'être l'artiste principal et qui m'offrirait la possibilité de réaliser la plupart des décors très facilement, sans passer par des chaînes de production hyper compliquées en 3D ou ce genre de choses. Et en plus avec un gameplay qui est original sans prendre de risques avec des systèmes à débugger ou de monde ouvert ou de choses très compliquées avec énormément d'itérations. Donc pendant des mois, j'ai commencé à écrire, à noter les idées, à essayer de réfléchir à l'environnement que je voulais développer. Donc d'un point de vue autant scénaristique que d'envie artistique, je voulais que ça tourne au milieu de la forêt parce que je trouve que malgré tout dans le jeu vidéo, on voit des forêts des fois dans les jeux vidéo de fantasy tout ça, mais je voulais vraiment un jeu qui se passe entièrement en forêt, c'est-à-dire vraiment dans un monde végétal et qui nous rappelle justement c'est quelque chose d'assez universel, mais n'importe quelle balade dans la nature. Donc, quand je suis revenu de Londres, j'avais ça en tête, j'ai commencé à esquisser des trucs sur mon temps libre. On a terminé un contrat avec Rocksteady, et là, je me suis dit que c'était l'occasion justement de passer à l'étape supérieure en quelque sorte dans ma carrière, c'est-à-dire de monter mon propre studio de jeux vidéo. Je m'entendais très bien avec un de mes collègues d'atelier qui est Arnaud Mollet, qui est un game designer en freelance et qui est également prof à l'ESMA. On a tout à fait les mêmes méthodes de travail, on s'entend très bien artistiquement. Et donc le projet lui a plu et là voilà, on vient tout juste, c'est-à-dire le projet était en cours de production depuis maintenant 2 mois, mais un peu plus parce qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui ont été faites sur notre temps libre à préparer des assets, à préparer des prototypes. Quand tu dis en production, c'est Rocksteady du coup qui produit. Non, pas du tout. Alors attention, faut surtout pas dire ça, parce que Rocksteady serait vraiment pas content qu'on ait lié à tout ça. Ils n'ont rien à voir. C'est-à-dire, moi, j'ai terminé mon contrat de production de concept art avec Rocksteady. Ah oui, et j'avais d'autres propositions, mais en fait, c'est-à-dire que
Tous les projets étaient intenses, énormes, c'était des engagements sur 4 mois, 6 mois, sur des projets où je savais même pas si j'allais avoir le moindre contrôle artistique. C'est-à-dire que j'avais vraiment envie de reprendre un espace de liberté, et surtout de repartir sur une production à moins grande échelle, quoi, en tout cas. Donc voilà, on s'est lancé dans le jeu vidéo indépendant, donc on monte notre société de jeux vidéo qui s'appelle Umeshu Lovers. On est 2 associés, on a 2 autres partenaires, une musicienne qui s'appelle Closy, et un animateur qui s'appelle Jean Bultinger. Donc là, on est déjà en production, on va commencer à recruter un petit peu plus dans les mois qui viennent, en fonction des financements qu'on obtient. Sachant que là, on est chercher des promotions, comment ça se passe? Alors là, pour l'instant, on est un peu sur, que ce soit autant Arnaud que moi, on est sur notre petit trésor de guerre de nos précédentes années dans l'industrie. Et dans les mois qui viennent, il y a de grandes chances qu'on lance un financement participatif sur Kickstarter, sachant qu'on a aussi un petit peu de love money de notre côté. Mais voilà, c'est là on va essayer de récolter une petite somme pour au moins 1 an de production, si on a de la chance pour 2 ans de production, sachant que c'est un jeu qui, malgré sa profondeur, peut être facile à produire, et on vise fin 2019 pour en tout cas pour boucler le jeu. Je sais pas pour les dates de sortie, parce que ça c'est des choses qui sont encore plus stratégiques. On va voir si on trouve aussi un éditeur peut-être, ou une exclusivité console qui nous permettrait d'avoir un peu plus de fonds. Enfin, voilà, tout ça, on est en plein en train de... Et vous avez déjà un développeur qui travaille dessus Oui, c'est Arnaud qui est le développeur en tant que game designer. Tu penses qu'en 1 an, on peut faire un jeu vidéo indépendant du coup? Non, alors on vise fin 2019, on a déjà commencé. Ah oui, c'est 2 ans du coup. Donc ouais, ça ferait 2 ans de développement, sachant que la moyenne quand même pour beaucoup de jeux, surtout dans l'industrie des AAA, c'est 4 ans. Mais nous, c'est-à-dire qu'on part sur une base assez originale, mais qui est vraiment assez simple à produire, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un jeu d'action avec une nervosité folle qui est en fait une voie à multiplier les bugs, c'est-à-dire on va laisser un contrôle assez restreint d'un point de vue seulement du mouvement aux joueurs. Ça va être un jeu d'aventure où en fait la plupart des choses vont se déterminer par des choix qui vont être proposés aux joueurs. Ça va être un jeu assez contemplatif. Si tu veux, je peux te faire le pitch, de toute façon, c'est peut-être le plus simple. Le but, c'est de rejoindre le cœur de la forêt des menteurs. On incarne toujours une héroïne qui aura toujours un nom et une petite backstory différente qui va être un peu générée par rapport à des tas de textes qu'on a prévus à l'avance. Et donc, il faut rejoindre le cœur de la forêt des menteurs où il y a un mystérieux secret qui s'y trouve que personne n'a jamais résolu. Certaines personnes estiment que ce serait un nouveau continent, d'autres que ce serait le plus gros trésor au monde, d'autres la réponse philosophique à toutes les questions. Donc c'est un voyage au cœur de cette forêt où l'héroïne va rencontrer de nombreux compagnons et il va falloir ses compagnons vont proposer au personnage principal de se joindre au voyage, et il va falloir essayer de détecter les personnes qui mettent en péril le voyage et ceux justement qui peuvent aider à y survivre. Donc en soi c'est un peu ce qu'on appelle un roguelike, c'est un jeu où il va y avoir quand même de nombreuses morts, et chaque partie sera différente parce qu'on va visiter des zones complètement différentes à chaque fois qu'on relance le jeu. D'accord, donc c'est un scénario à multiples fins. Alors justement, c'est pas parce qu'en fait c'est pas un scénario complètement scripté, c'est-à-dire c'est pas quelque chose où à embranchement. C'est-à-dire que c'est plus comme si on avait une pioche d'événements qui sortent de manière irrégulière, comme si tu tirais des cartes en fait au niveau des événements. Sauf que là, on sait pas des cartes qu'on tire, on va tirer des événements, des environnements, des décors, des personnages qui seront tous différents, et donc à chaque fois ça créera un scénario de soi-même en fait. Sachant qu'il y a 7 fins différentes qui sont pas spécialement en rapport avec les choix. C'est simplement qu'il va y avoir 7 fins d'affilée différentes. Plus le jeu sera difficile, à chaque fois qu'on terminera une première fin, on aura droit ensuite à une deuxième, à la seconde run. Globalement, il y a un jeu qui pourrait peut-être s'approcher, je parle juste dans la simplicité de gameplay, c'est le jeu Règne sur mobile, où en fait on gère un royaume seulement en disant oui ou non aux demandes des conseillers. Donc nous, ça va s'approcher de ça, mais avec des choses plus sophistiquées, plus de surprises, de façon générale. Alors, le temps tourne très vite. Moi, je voulais savoir, tu as quand même énormément d'abonnés sur Twitter, DeviantArt, ArtStation. Alors, sur ArtStation, je vous ai expliqué que, comme tu étais dans les premiers, du coup, forcément, la sauce a pris très vite. Mais est-ce que tu as une
une stratégie particulière pour arriver à faire prendre les lecteurs ou sur les réseaux sociaux? Je pense que le minimum, c'est d'être productif. C'est-à-dire que on peut pas laisser un compte en jachère pendant 3 mois, revenir et demander la même attention qu'au début, en fait. Donc, de toute façon, la productivité, ça a toujours été au centre de mes préoccupations artistiques. C'est-à-dire, j'essaie de produire des images vite et bien, tout en gardant un champ de possibilités créatives. Et donc, le conseil que je donne, c'est de garder du temps pour réfléchir à ça, c'est savoir comment se faciliter la tâche sans trahir un niveau de qualité. Donc, c'est pas voir les choses à bas coût ou quoi que ce soit, ça n'a rien à voir avec ça, mais c'est-à-dire, c'est vraiment comment trouver des solutions simples, des optimisations dans son process de travail et de dessin, et de réflexion. Et c'est-à-dire que normalement, à partir de ce moment-là, on peut réussir à se réserver un petit peu de temps pour de la pratique personnelle toutes les semaines, réussir à produire une image toutes les semaines personnelle ou un peu plus, parce que sachant que moi en fait je produis énormément d'images chaque semaine, mais à cause de clauses de non-divulgation ou ce genre de choses, je peux rien montrer, donc c'est très frustrant. Mais par contre, entre midi et 2, sur les pauses du soir ou ce genre de choses, je me garde toujours un petit moment pour essayer de produire une image rapidement qui soit assez expressive et assez impactante. Donc ça, déjà, cette régularité, c'est super important. C'est-à-dire, on a toujours de quoi parler, de quoi partager, sans que ce soit pour autant narcissique. Il faut essayer aussi d'être équilibré de ce côté-là. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose d'assez important, c'est aussi savoir partager le travail des autres. C'est-à-dire que beaucoup de gens sont sur les réseaux pour ne parler que d'eux. Moi, par exemple, mon compte Twitter, je l'ai à moitié dédié justement à partager le travail des autres parce que déjà ça m'intéresse. Je pense qu'ils méritent de l'attention pour leur travail. Et aussi, il y a des vieilles références complètement oubliées du côté de la peinture, tout ce qui est de la peinture de 1800 ou 1700, que les gens ont complètement zappé et qui peuvent servir maintenant de référence et d'amorce créative à énormément de gens. Oui, c'est clair. Moi, je te suis sur Twitter et tous les jours, je vois, je sais pas, 2 ou 3 artistes sortis de nulle part et qui font juste des paysages magnifiques. Du coup, ça fait partie de tes inspirations. Et où est-ce que tu les trouves? Enfin, tu fais des grosses recherches sur Internet, du coup, pour les trouver ou Ouais, même alors, pas sur Internet? je fais souvent de très grosses recherches, mais c'est-à-dire que je les recherche pas pour Twitter. C'est-à-dire généralement, je les recherche dans le cadre de mon travail. Là, par exemple, on pourra sûrement noter que ces 2 derniers mois, je partage énormément de peintures, d'images ou d'illustrations qui sont en rapport avec le végétal, la forêt, les décors et la nature. Parce que justement, je suis en plein dans Forest of Liars. On pourrait presque deviner les projets sur lesquels j'ai bossé en regardant mes références précédentes, tu vois, que je partage. C'est simplement que voilà, j'essaie de rentabiliser le temps que j'y passe. C'est-à-dire que je suis en train et c'est con, mais j'utilise vraiment simplement Google Images et la recherche par image Google, la recherche inversée. Et des fois, je tombe justement sur d'un coup, sur un vivier d'images intéressantes parce que je suis tombé sur un artiste peintre de l'Hudson River School de 1750 qui est excellent et qui n'est pas assez connu à mes yeux. Et c'est l'occasion de le partager et qui en plus moi me sert de référence. Donc tous les jours, à chaque fois que je trouve des choses intéressantes sur Internet, je les garde de côté. Soit je les partage immédiatement, ou soit je les mets de côté et je les partagerai un peu plus tard pour pas non plus saturer les gens au niveau du flux que je produis. Mais voilà, c'est une question aussi de générosité. C'est-à-dire, on peut pas... Enfin, il y en a qui arrivent, mais je me sentirais mal à ne parler que de moi ou que de ma propre actualité. C'est-à-dire, faut faire un peu gaffe à ça. Et puis c'est quand même encourageant aussi pour tous ceux qui sont à côté. Et du coup, ton travail consiste en grosse partie à faire des recherches, du coup. Ben oui, c'est le travail de direction artistique, justement. C'est-à-dire que avant, je passais énormément de temps à dessiner. Maintenant, sur une journée, je vais passer 20% de mon temps à rechercher des photos, des images, des éléments qui vont servir d'amorce et d'idées créatives. Sachant que aussi, j'essaie de faire très attention, mais par exemple, je ne vais jamais chercher mes idées ou mes références sur ArtStation. C'est pour éviter d'avoir un milieu audiovisuel qui se cannibalise dans ses propres influences. C'est-à-dire, je vais aller chercher du côté de peinture ancienne, moderne, contemporaine, ou de la photographie, ou dans les reportages animaliers ou nature. Mais justement, j'essaie de pas aller vers mes confrères pour éviter déjà de me faire influencer et pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde artistique. C'est-à-dire il faut absolument qu'il y ait de la variation et des identités qui sortent de... C'est-à-dire il faut absolument pas de standard en fait. C'est aussi ce qui permet de se faire remarquer. C'est-à-dire que moi, par exemple,
je trouve que dans le concept art de façon générale qu'il y a sur ArtStation, il y a des couleurs qui sont très orientées vers l'argent, vers le gris ou vers le brun, parce qu'il y a énormément de concept artistes qui sont des pays de l'Est et d'Ukraine, et ils se standardisent tous autour de ces couleurs très cinématographiques, c'est-à-dire légèrement désaturées, avec un peu de bruit dans l'image et tout. Alors que je pense que moi j'ai l'essentiel de mes clients, parce que justement j'apporte de l'exotisme avec des couleurs vives, des couleurs qui sont plus en raccord en fait avec des régions méditerranéennes du sud de la France, ce genre de choses. Ouais, plus chatoyante Ouais. et plus. Ouais, c'est vrai que c'est plus coloré que. Ouais, donc même si je dessine moins bien qu'eux, au moins d'un coup on voit qu'au loin il y a des images qui sont peut-être plus colorées par rapport à d'autres images qui sont beaucoup plus sur un grain photo cinéma en fait, tu vois. Du coup, tu as un style. Est-ce que c'est important d'ailleurs d'avoir un style? Ah, bonne question. C'est-à-dire que jusqu'à présent, moi je voulais un style quand je faisais de la bande dessinée, et plus j'ai cherché, non pas à le faire disparaître, mais à simplement chercher l'exercice de la synthèse, de savoir représenter les choses avec une lecture immédiate, avec quelque chose qui communique de façon universelle. J'ai dissipé mon style bande dessinée, mais j'en ai créé un autre qui est peut-être justement plus accessible, qui est peut-être moins influencé par de la bande dessinée ou des choses qui sont peut-être trop généralistes. Et j'en ai forcément, on a tous une vision du monde différente et on le retranscrit différent sur papier ou sur tablette ou sur Photoshop. Mais ça doit absolument pas être une obsession chez un artiste. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qu'il faut aiguiser, en fait. Ce qu'il faut aiguiser, ça vient naturellement, quoi. C'est le, comment? Ça vient naturellement. Oui, c'est-à-dire, en fait, ce qu'il faut aiguiser, c'est le renouvellement, la recherche et casser soi-même ses propres tics. Donc justement, il faut absolument pas se conforter dans une méthode. C'est-à-dire, si je me rends compte que j'utilise toujours la même brosse pour la végétation, ou si je me rends compte que je dessine toujours de la même façon les liserés de lumière, c'est que là, il commence à y avoir un problème, en fait. Il va falloir que je le remette en question pour changer ça, parce que sinon, je vais commencer à développer mon propre standard, en fait. Tu vois. Ok. Et du coup, quand tu parles de 20% de recherche, les 80 autres pourcents, j'imagine que tu dessines, mais une illustration d'un environnement, d'un design d'environnement, ça te prend combien de temps? Parce que tu dis que tu travailles le midi, le soir, mais on a l'impression que tu fais un truc superbe en 2 heures, du coup. Mais alors, c'est ça qui est... C'est-à-dire ça aussi, je le dois aussi à pas mal d'années d'expérience et ce genre de choses, mais il y a certaines images que tu peux voir sur mon portfolio qui ont été faites en 2 heures, c'est-à-dire en 2 pauses du midi quand j'étais en train de bosser, en fait. Mais justement, je pense que ces images fonctionnent et sont faciles à produire parce qu'en fait, c'est complètement de l'accident, c'est-à-dire que je pars de zéro, je sais pas vraiment ce que je vais faire et je suis en train de tester quelque chose, ça marche et je me lance dedans. Alors que par contre, quand on me donne un brief et que, par exemple, quand ça concerne un film ou un univers très particulier avec une charte graphique, avec quelque chose en plus qui va devoir être produit par des centaines d'artistes différents, des infographistes 2D, des infographistes 3D, un metteur en scène, là, on a des milliers de contraintes qui arrivent. Et donc, même si la qualité visuelle sera la même, l'image va peut-être me prendre 3 jours à faire. Parce que il faut que je sois absolument certain que ça puisse rentrer dans une pipeline de production commune. C'est-à-dire que si, par exemple, on est vers une orientation ultra réaliste et photographique, il va falloir que je travaille ça. Si, par exemple, la ville dans laquelle je suis en train de travailler est complètement designée art déco, il va falloir que je respecte cette charte-là. C'est-à-dire, je vais pas pouvoir me permettre des écarts et surtout, j'aurai beaucoup moins la chance de construire des choses par l'accident, en testant des choses. Je peux beaucoup moins tester. Donc, ça demande plus, c'est pas forcément un travail de précision au niveau des détails, mais plus un travail de précision dans ce que je vais décider de représenter. Et là, je peux pas laisser libre recours à l'improvisation. Et donc, c'est ça qui est assez compliqué quand je reçois des demandes de devis de clients qui me demandent combien pour une illustration. Je leur dis, parlez-moi du projet d'abord. Parce que si ça concerne des chevaliers avec des codes de mailles très précises, avec des références historiques, ça va devenir complètement différent. Le prix va être beaucoup plus cher. Et parce qu'il y a du détail justement là-dedans. Enfin, quand oui, on parle de code de maille. Non, mais c'est ça. Ou des fois, même si je représente pas les codes de maille précisément, il va y avoir des références. Il va falloir que c'est des soldats anglais ou ce sont des soldats saxons. Enfin, tu vois tout ce genre de choses. Alors que des fois, on va me laisser libre cours aux choses et là, ça va devenir moins cher. C'est-à-dire, bonjour, on n'a pas d'idée, on voudrait mettre en scène cette situation, on voudrait d'abord une idée. Donc là, je vais peut-être être moins cher parce que je vais être plus rapide, justement. J'aurais pas à me restreindre. Mais pourtant, il y a du plaisir dans les deux, hein, parce que c'est aussi une performance d'aller chercher de multiples références et d'assimiler tout ça. Après, ça te permet de te renouveler aussi, j'imagine. Mais globalement, la plupart des studios l'ont bien compris et ne demandent pas
des prix à l'illustration, mais demandent simplement tarif journalier. Ils savent qu'une illustration peut mettre des fois 2 semaines à être faite, comme elle peut être bouclée dans l'après-midi. En fait, tu vois. Et ça, tu le sais en amont ou au bout de 2 semaines, tu dis finalement, j'y ai passé 2 semaines au lieu d'une journée. J'ai quand même des standards, quoi. Mais il y a des moments où ça va se ralentir parce que le directeur créatif est très compliqué. Il a une vision très sophistiquée des choses et donc on est obligé d'essayer de se mettre à la place de son cerveau pour comprendre ce qu'il a dans la tête, tu vois. Alors que d'autres vont être beaucoup plus simples et ils vont arriver avec des milliers de références. Tu vas comprendre immédiatement ce que tu dois faire et là ça devient plus simple. Donc c'est très dur d'avoir un prix standard pour tout ça. Ouais, t'as pas de process défini pour tout le monde, ça change à chaque demande. Exactement, en fait. Et c'est exactement pareil dans la production d'une image, c'est-à-dire que des fois il va y avoir des images où je vais faire que de la 2D, d'autres où je vais faire un peu de photobashing et je vais repeindre par-dessus, et d'autres où je vais utiliser... Alors, explique ce que c'est que le photobashing, c'est tu prends une photo et tu peins par-dessus. C'est ça, je remixe, ça, je prends pas une photo, j'en prends 30, et je vais à partir de bouts de texture, de mélange c'est-à-dire d'un élément de premier plan et ce genre de choses, je vais tout... Ouais, tu recomposites ton truc. Ça, exactement. Et puis après, je vais repeindre par-dessus. Enfin, et sinon, de façon générale aussi, je peux très bien utiliser la 3D. Et donc, je peux utiliser la 3D de façon très primaire pour faire des cubes et pour faire la perspective d'un bâtiment. Ou alors, carrément, je vais designer le bâtiment en 3D de A à Z. Peut-être pas au niveau jusqu'au point de faire le verrou de la porte, ce genre de choses. Mais voilà, je vais au moins avoir une belle perspective. Je vais me faire un petit rendu photographique dessus pour pouvoir ensuite tout repeindre. Donc, là, tu fais du 3D bashing, du coup. Voilà, exactement. Et des fois, ça va venir carrément d'autres choses. Tu vois, je peux même pas te dire, parce que des fois, je vais utiliser un autre soft qui n'a rien à voir avec tout ça. Des fois, ça va partir d'un truc vectoriel. Et c'est pour ça que c'est assez frustrant pour moi quand on me demande mon tutoriel pour montrer comment je fais une image de A à Z. Ben, j'en ai plein, en fait. C'est-à-dire que ça va dépendre de la production dans laquelle je suis. Tu m'as l'air, du coup, hyper productif, puisque tu fais tous tes projets dans la journée, tu travailles entre midi et 2, le soir, etc. Est-ce que tu es confronté à la page blanche ? J'ai pas vraiment l'impression, mais... Jamais. C'est-à-dire, je peux avoir la page blanche dans la façon où j'ai une idée, mais je galère à la représenter, et c'est une souffrance. C'est-à-dire, t'as quelque chose dans la tête et t'essaies de l'illustrer, et tu le fais, tu recommences 10 fois ton image, le cadrage ne va jamais, ou les couleurs ne sont jamais bonnes. Mais par contre, le fait de pas avoir d'idée du tout, ou de pas être inspiré, je croise les doigts, mais j'ai encore jamais eu ce problème, quoi. Et le fait que tu fasses de la recherche, du coup, t'invite à prendre des pistes, etc. Ou est-ce que vraiment c'est juste l'idée est déjà là au départ et tu essaies par la recherche de la représenter visuellement ? Non, t'as tout à fait raison. C'est justement, je pense que passer son temps à énormément de regarder de références, en fait, ton cerveau se crée une bibliothèque géante. Et quand quelqu'un te dit, voilà, on va essayer de faire un jeu qui se passe en 1910, mais au moment de la colonisation en Asie, et ben d'un coup, tu repenses à un peintre de ce moment-là, en fait. Ou d'un coup, tu repenses à un film que tu as vu, tu vois, qui traite cette période-là. Et d'un coup, ça devient des amorces. C'est-à-dire tout de suite, au moins, tu sais que t'as ta gamme de couleurs, ou des fois même, t'as carrément le cadrage qui te vient en tête immédiatement. C'est-à-dire, tu repenses à un cadrage complètement contemporain que tu avais vu dans une expo d'art moderne, mais qui d'un coup, tu te dis, tiens, si j'y mettais un design asiatique dessus, ça marcherait tout de suite, quoi. Et t'as pas peur du coup de refaire des trucs qui ont déjà été faits sur ces choses-là ? Parce que si tu penses à un truc et que tu visualises déjà, est-ce que tu fais d'autres recherches pour essayer de te détacher de cette vision que tu as au départ pour essayer de recomposer un truc ou tout le temps, je remets quand même la chose en question avant d'avoir esquissé au bout de 5 minutes. C'est-à-dire, des fois, je suis parti sur un cadrage vertical et bien d'un coup, je vais me dire, tiens, je vais tester en horizontal et en fait, je me rends compte que ça marche 10 fois mieux. Je pars en horizontal, je commence à déplacer les éléments et en fait, ça n'a plus rien à voir au bout d'un moment. Et pourtant, ça marche quand même. C'est-à-dire, je laisse aussi vachement libre cours à l'accident. C'est-à-dire, je laisse les choses se faire d'elles-mêmes. Comme si qu'en fait, tu sais, tu tires des dés plusieurs fois jusqu'à avoir 2 fois 6, tu vois. Et ben, c'est un peu pareil avec Photoshop où je vais redéplacer mes calques encore et encore jusqu'à que d'un coup, je trouve la solution qui marche. Et alors justement, comment tu sais qu'une œuvre est achevée ? Enfin, qu'une illustration, tu l'as finie, ça y est, tu peux l'envoyer au client ? Alors là, c'est du pur feeling. Il y a aussi un rapport de flemme, des fois. Tu peux toujours mettre des détails à fond. Ouais, mais justement, moi, je suis quelqu'un de très impatient, et c'est peut-être justement mon problème, c'est qu'on pourra jamais me demander une illustration avec 3000 détails, avec toutes les brins d'herbe peints. Il y a des gens qui adorent ça parce que c'est comme un travail, tu sais, de canevas. Méditation. De méditation, ouais. De méditation. Voilà. Alors que moi, ça me plaît pas trop. Enfin,
les podcasts m'aident énormément justement à faire quand je dois faire un travail très répétitif et voilà, aller dans le détail. Et le podcast, c'est génial pour ça parce que d'un coup mon cerveau est complètement occupé et ma main elle dessine toute seule, tu vois. Mais c'est quand même le travail créatif que je peux faire. Tu parles des podcasts YouTube, c'est ça, visuel que tu fais sur Twitch? Non, pas du tout. Ah non, moi je regarde rien du tout. C'est-à-dire j'écoute les podcasts audio et comme ça je peux dessiner plein de détails. Voilà, c'est-à-dire que comme mon illustration est enfin composée et qu'il faut passer à une étape de perfectionnement, de commencer à faire les petits détails pour quand même lui donner un aspect moins sketchy, là je vais me mettre un podcast. Je vais complètement m'échapper dans le podcast d'un point de vue mental et ma main va travailler toute seule à faire tous ces détails très répétitifs qui sont au final assez industriels, tu vois. Comment est-ce que tu te vois dans 10 ans? Est-ce que tu penses faire toujours du concept art? Alors, on a un peu répondu tout à l'heure parce que tu penses revenir à la BD un jour, etc. Mais peut-être que tu as un projet à long terme? D'être épanoui, hein, et je le suis déjà, donc je suis assez content de ce côté-là. C'est-à-dire, j'ai essayé d'organiser mon environnement de travail, mes amis, mes collègues, ma vie, ou ce genre de choses, de façon à être tout le temps dans une dynamique qui me plaît. J'arrive pas du tout à savoir de quoi seraient faites les opportunités. Mais tes envies, peut-être, plus que les opportunités. Puisque... en fait, je suis déjà en train de réaliser une envie assez spontanée en montant un studio de jeux vidéo avec un associé. Peut-être que j'aurai une idée folle peut-être plus tard. Tout ça, c'est aussi, ça dépend des fonds, mais je suis quand même assez patient par rapport à mes envies. Donc, je m'écoute. Mais ça, c'est une question qui est hyper dure à répondre pour moi parce que je n'en ai aucune idée, mais j'ai quand même du mal à m'imaginer autre part que dans une région où il fait pas chaud, quoi. C'est-à-dire, moi, je veux rester dans un environnement chaud et agréable, lumineux, et surtout dans bonne compagnie. C'est-à-dire, c'est le plus important. Je suis pas du genre à courir après les studios, malgré le fait que j'adore collaborer avec eux. Mais c'est-à-dire que c'est la qualité de vie qui prime pour moi, quel que soit le prestige ou l'importance du projet. C'est-à-dire c'est un rapport personnel au travail qui est on n'a pas tous le même, hein, de toute façon, chacun a des désirs différents. Il y en a qui veulent absolument travailler sur Star Wars, c'est le rêve de toute une vie. Moi, c'est pas du tout quelque chose que je vise. Par contre, que mes œuvres circulent, ça déjà, ce serait quelque chose. Enfin, c'est déjà un petit peu le cas, et j'en serais encore plus ravi si ça s'étend un peu plus. Que tes œuvres restent dans la. Ouais, je sais pas si je suis dans le délire des auteurs qui veulent marquer l'histoire, mais c'est. Non, déjà, si je peux le voir de mon vivant, et même si ça disparaît après, ce sera déjà pas mal, quoi. Et du coup, la réussite, c'est quoi pour toi? D'être épanoui. Vraiment, le mot épanoui est super important. C'est-à-dire que t'es pas en souffrance pour essayer d'obtenir ton but. C'est-à-dire que le voyage vers la destination est super importante et il faut que ce soit super agréable, quoi. C'est plus le voyage qui est important que la destination. Ouais, je crois que moi, la réussite, c'est plus quand tu es heureux de te lever tous les matins. Qu'est-ce que tu dirais à des gens qui ont envie de se lancer, soit dans le concept art ou dans l'illustration ou dans même une passion qui les habite? D'être super patient. Parce que c'est-à-dire que beaucoup, en fait, je sens que plus ça va, plus on a un rapport à des exigences de l'instantané, en fait. Et c'est-à-dire que je sais pas si c'est à cause des réseaux sociaux, mais c'est-à-dire les gens veulent très rapidement les fruits de leur travail, ce qui peut paraître normal, mais les gens veulent des fruits de plus en plus gros par rapport à cette espèce d'obsession de la réussite c'est tous les gens qui veulent percer sur les réseaux sociaux, à la télé, en musique ou ce genre de choses, alors que justement ça demande énormément de patience et surtout il faut aussi se donner les moyens d'y réfléchir, d'être stratégique. Donc quelle que soit l'industrie qui vise, surtout dans le milieu des arts appliqués, faut qu'ils prennent le temps de l'observer pour comprendre comment ça fonctionne, autant d'un point de vue financier que d'un point de vue du rapport au travail, que d'un point de vue humain aussi, et aussi que eux-mêmes réfléchissent à qu'est-ce qu'ils aiment faire au fond d'eux, parce que je vois aussi beaucoup de gens qui adorent tellement les jeux vidéo, qui veulent en faire, mais ils comprennent pas que c'est pas du tout la même activité de consommer un jeu vidéo que de le faire. C'est-à-dire, ils ont beau avoir beaucoup de culture, ils ont beau adorer ça, c'est-à-dire, au moment où il faut passer à l'étape peut-être très laborieuse, tu vois, du développement en programmation, ou alors du travail musical, ou des enregistrements audio, ou du dessin, là, c'est une toute autre chose, alors qu'ils préféraient peut-être un travail beaucoup plus tranquille et quotidien, qui soit beaucoup moins stressant, en fait. Donc, c'est aussi de réfléchir à quel est le cœur de l'activité qu'on va faire 8 heures par jour, ou 7 heures par jour, ou 5 heures par jour si on a du bol dans les prochaines années, quoi. Ok, et alors ma dernière question, c'est est-ce qu'il y a un livre, un film
musique ou autre objet culturel qui t'a marqué ces derniers temps? Ouais, je vais encore un peu trop redondant, mais je vais encore parler du studio 4C. C'est le film Mind Game. Pourtant, je l'ai vu il y a longtemps. Il est sorti en DVD en France. Il a été... il est jamais sorti au cinéma, mais on peut facilement le trouver sur internet ou le commander en DVD. C'est un film d'animation très intéressant parce qu'en fait ça traite, c'est une vision fantasmée d'une prise de conscience d'un auteur de bande dessinée. Et donc quand je l'ai vu au moment où j'étais en train de terminer mes études d'art appliqué, et en fait j'ai eu une espèce de confirmation philosophique sur le fait qu'il était très important de s'écouter soi-même, et surtout aussi de pas avoir un rapport narcissique à la réussite, c'est-à-dire de quand même penser à soi et à son entourage avant de vouloir absolument concrétiser une œuvre, de vouloir absolument rejoindre un studio ou de vouloir marquer au fer rouge le monde de l'art avec sa production. Et donc ça a été quelque chose qui a été très important pour moi parce que j'avais des fois aussi un peu du mal à suivre mes camarades de classe qui étaient tous dans une vision assez scolaire et emballer des choses, quoi. Mais enfin c'est aussi un film qui est artistiquement incroyable parce qu'en fait il y a énormément de techniques d'animation différentes utilisées. L'histoire est pleine de métaphores. C'est un film qu'on peut revoir des dizaines de fois en remarquant des détails et en voyant un peu plus de subtilité scénaristique, mais qui est déjà une excellente première expérience juste pour le premier visionnage. C'est-à-dire ça, j'ai l'impression d'avoir retrouvé ma philosophie de vie et artistique en un seul film dedans. Et, enfin, c'est aussi un réconfort de savoir qu'il y a des gens qui ont une vision similaire du monde quand on se sent des fois un petit peu seul par rapport aux autres, où on comprend pas très bien leur démarche, alors que soi-même on essaie de s'investir d'une certaine façon dans son art. Bah écoute Sylvain, merci beaucoup pour cette discussion plus longue qu'à l'habitude mais fort passionnante. Avec plaisir. Bah, je dis au revoir mes auditeurs. À bientôt. You know me. You know me. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que l'épisode vous a sans doute plu. Alors n'hésitez pas à le partager, en parler, le commenter. Vous m'envoyez un mail sur alex@moonpalace.fr, ce qui m'aidera à poursuivre ces entretiens. Merci et à dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Ciao. You don't understand. I absolutely refuse.